L'année était 1884, et la terre retenait son souffle sous un ciel de la couleur d'un bleu violacé fané, comme une ecchymose oubliée. Pour Elias Vance, le monde s'était rétréci jusqu'à la taille de son homestead, une petite île solitaire arrachée à l'immensité indifférente de la prairie du territoire du Dakota. Le silence de sa cabane était une chose physique, un poids qui pesait sur lui, saturé des fantômes d'un rire disparu et d'une petite voix appelant son père. 2 hivers s'étaient écoulés depuis que la diphtérie avait volé Anna, sa femme, et leur fils Thomas, ne laissant d'Elias qu'un homme évidé, un survivant qui entretenait les braises d'une vie déjà réduite en cendres. Ces journées étaient une litanie de corvées, une rythmique de survie qui ne demandait rien d'autre que des muscles et de la sueur, et pour cela, il en était reconnaissant. Il fendait du bois jusqu'à ce que ses bras hurlent de douleur, le craquement net de la hache étant une intrusion bienvenue dans ce calme mortifère. Il réparait les clôtures qui ne délimitaient rien d'autre que davantage de vide. Il ne parlait qu'à sa mule, créature dont la patience bornée ressemblait à une forme de compagnie. Elias vivait au passé, son cœur étant une chambre verrouillée dont la clé gisait depuis longtemps dans la terre glacée, au pied de 2 croix de bois simples sur une colline voisine. La bourgade voisine de Redemption Creek était un lieu qu'il évitait autant que possible. C'était un établissement brut, fait de rues poussiéreuses et de bâtiments à façade trompeuse qui brûlaient l'été et gelaient l'hiver. Ses habitants, gens de piété aussi minces que les planches de leur maison, se montraient méfiants envers les étrangers, et plus encore envers un homme qui préférait sa propre compagnie. Ils regardaient Elias avec un mélange de pitié et de mépris, percevant son deuil non comme une blessure mais comme une faiblesse, un échec à simplement tourner la page. Ils murmuraient à son sujet, le veuf sur le bord de la prairie, un homme qui avait oublié comment parler aux siens. Elias ressentait leur jugement comme on sent un changement de temps, une vague de froid qui s'abattait chaque fois qu'il descendait la rue principale pour acheter du sel, de la farine ou du café. Lors d'un de ces trajets, alors que l'air d'automne portait déjà une morsure annonciatrice de l'hiver à venir, Elias remarqua que le brouhaha habituel du village s'était mué en un bourdonnement tendu et impatient. Une foule s'était rassemblée sur la place poussiéreuse devant le bureau du shérif. Leurs visages formaient un tableau sombre, mélange de curiosité cruelle et d'excitation nerveuse. Au centre de ce rassemblement, attaché au poteau d'attache habituellement réservé aux chevaux récalcitrants, se tenait une femme. Elle était jeune, grande, avec des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau et un visage taillé dans une fierté défiant toute soumission. Ses mains étaient liées étroitement au bois, son menton demeurait haut, bien qu'un tremblement discret parcourût sa silhouette élancée. Devant elle se tenait le shérif Callahan, un homme dont l'autorité gonflée ne tenait qu'à sa propre importance. Il déroulait un long fouet de cuir noir. « Voilà ce qui arrive aux voleurs à Redemption Creek », tonnatait-il, sa voix dégoulinant de fausse droiture. Cette femme a été prise la main dans le sac, en tentant de dérober un coupon de calicot dans la mercerie de M. Donovan. Un murmure parcourut la foule. Depuis le bord, Elias observait, sa main reposant sur l'encolure de sa mule. Il avait déjà vu cette femme en ville, troquant des objets artisanaux perlés contre des nécessités. Il avait également remarqué la manière dont M. Donovan observait les autochtones qui entraient dans son magasin. Ses yeux plissés de suspicion, ses mains jamais bien loin du fusil à pompe sous le comptoir. Elias reconnaissait un mensonge quand il en entendait un, et la proclamation du shérif en puait. La femme ne dit rien. Son silence, plus puissant que n'importe quel déni, dressait un mur de dignité contre lequel leurs accusations venaient se briser. Callahan, savourant le moment, déclara la sentence. 50 coups de fouet, pour servir d'exemple. 50 coups. Les mots frappèrent Elias comme un coup physique. C'était une condamnation à mort pour une femme de sa carrure. Il avait vu des hommes brisés après 20 coups, leur dos transformé en une plaie sanguinolente. Un froid d'horreur l'envahit, éclipsant momentanément la douleur sourde de son propre chagrin. Dans la foule, il vit les regards avides, d'autres indifférents, et quelques-uns baissés, honteux mais incapables d'agir. Il vit le fouet dans la main de Callahan, serpent enroulé prêt à frapper. Et soudain, il vit Anna. Anna dans ses derniers jours, son corps fragile, son souffle râpeux, impuissante face à la fièvre qui l'avait consumée. Il se rappela l'impuissance écrasante, la rage contre un monde capable d'éteindre une telle bonté sans résistance. Alors, il avait été impuissant. Mais maintenant, il ne l'était pas. Quelque chose en lui, qu'il croyait mort depuis longtemps, se brisa hors de la cage de son deuil.
Avant même d'avoir décidé consciemment, ses bottes craquaient dans la poussière, le portant à travers la foule qui s'écartait. Il s'arrêta à quelques pas du shérif, son ombre tombant sur la femme ligotée. Le silence s'épaissit. « Shérif, » dit Elias, sa voix rauque par le manque d'usage, mais ferme. Callahan se tourna, le visage crispé d'irritation. « Vance, ce n'est pas ton affaire. »« Rentrez chez toi. » »« Je la prends, » déclara Elias. Les mots restèrent suspendus dans l'air, incroyables. Callahan cligna des yeux. « Prendre quoi ?» ?»« Sa punition, » précisa Elias, le regard inébranlable. « Je prends ses coups. » Un souffle d'incrédulité traversa la foule. La femme attachée tourna la tête, ses yeux sombres écarquillés de stupeur, cherchant son visage. Pour la première fois, sa maîtrise se fissura, remplacée par une confusion profonde. Pourquoi cet étranger, cet homme blanc, ferait-il une telle chose? Le shérif Callahan laissa échapper un rire bref et incrédule. « Tu es resté trop longtemps sous le soleil, Vance. Es-tu fou? Pourquoi, au nom de Dieu, ferais-tu ça pour elle? » Il désigna la femme d'un geste méprisant. Elias ne la regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur le shérif. Il ne pouvait expliquer la tempête de souvenirs et de rage qui le déchirait. Il ne pouvait pas formuler le besoin féroce et soudain de s'opposer à cette cruauté banale, de faire la seule chose qu'il n'avait pas su faire pour sa propre famille. Protéger quelqu'un d'un destin qu'il ne méritait pas. Alors, il donna la seule réponse qui avait un sens. « Elle n'a rien volé. »« C'est moi la loi, et je dis qu'elle l'a fait, » rétorqua Callahan, son visage se tordant de colère. « Écarte-toi. »« Relâche-la, » dit Elias, sa voix s'abaissant jusqu'à une gravité glaciale, « et je prendrai les 50 coups. Ici, en public. Tu auras toujours ton spectacle. » Le shérif hésita. La foule murmurait, son humeur basculant de la soif de sang à une fascination morbide. C'était un meilleur divertissement que prévu, un fou qui se sacrifiait pour une indienne. C'était inédit. Callahan vit l'opportunité, humilier le veuf brisé serait une leçon bien plus marquante pour tout autre contestataire potentiel que de fouetter une femme autochtone dont personne ne se souciait. Soit, cracha-t-il, un sourire cruel déformant ses lèvres. Qu'il soit su qu'Elias Vance estime la vie d'une sauvage plus que sa propre peau. Il hocha la tête vers son adjoint. « Détache-la. » Le jeune adjoint, les yeux fuyants, coupa rapidement les cordes de la femme. Elle chancela en avant, frottant ses poignets, ses yeux fixés sur Elias. Il lui fit un signe discret, presque imperceptible, l'invitant à partir. Elle hésita un instant, un univers de questions dans son regard, puis se fondit dans la foule, disparaissant. Elias se tourna vers le poteau. D'un geste calme qu'il ne ressentait pas, il déboutonna sa chemise, la fit glisser de ses épaules et la laissa tomber dans la poussière. Il posa ses mains sur le bois rugueux, son dos offert au jugement public. Le soleil chauffait sa peau. Il sentait des dizaines de regards rampant sur lui comme une vermine invisible. Elle ferma les yeux. Pendant un instant, le monde se réduisit au souvenir de la main de Hannah dans la sienne. Le premier coup fut une ligne de feu pur qui lui déchira les épaules. Un souffle s'échappa de ses lèvres, étranglé avant de devenir un cri. La foule rugit de satisfaction. Le deuxième coup s'abattit plus bas, croisant le premier. La douleur était aveuglante, absolue. Elle brûlait à travers chair et muscles, une agonie blanche qui effaçait toute pensée. Elias serra les dents, goûtant le sang lorsqu'il mordit sa langue. Il perdit le compte. Le monde devint un cycle de douleur, le sifflement du cuir dans l'air, l'impact écœurant, les acclamations transformées en un silence troublé à mesure que la réalité s'imposait. Ce n'était plus un spectacle. C'était un homme qui se faisait méthodiquement écorcher vif. Il se concentra sur le grain du bois sous ses paumes, sur le rythme de sa respiration haletante. Il ne crierait pas. Il ne leur donnerait pas cela. À un moment, la douleur se mua en un océan lointain. Ses genoux plièrent, mais il se força à tenir debout. Sa vision ondula dans un brouillard rouge. Une voix s'éleva. « Ça suffit, Callahan. Tu vas le tuer. » C'était le docteur Amos Blackwood, sa voix un scalpel tranchant dans le silence épais. Le fouet cessa. L'absence soudaine de douleur fut aussi désorientante que les coups eux-mêmes. Les mains d'Elias glissèrent le long du poteau, et le monde se dissout dans les ténèbres. Il s'effondra dans la poussière,
un tas brisé au pied de la justice cruelle de la ville. Son retour à la conscience fut lent, douloureux. Il sentit un mouvement cahotant, une couverture râpeuse sous lui, une voix marmonnant à proximité. Il était à l'arrière d'une charrette. Le docteur Blackwood tenait les rênes, son visage crispé par une fureur glaciale. « Des imbeciles. » Une ville de charognards assoiffés de sang, grommela-t-il, plus pour lui-même que pour Elias. « Tiens bon, fiston. Je te ramène chez toi. » Le voyage fut un flou de misère. Chaque ornière, chaque caillou envoyait des vagues d'agonie à travers son dos. Lorsqu'ils atteignirent enfin sa cabane, Elias ruisselait de sueur, tremblant, à la limite de l'évanouissement. Le médecin, étonnamment fort pour son âge, parvint à le hisser à l'intérieur, sur son lit de camp, face contre le matelas. « Ça va faire mal, » dit Amos doucement. « Mais il faut nettoyer ses plaies, sinon l'infection t'emportera. » Elias serra les dents tandis que le médecin travaillait, nettoyant l'horrible réseau de blessures avec de l'acide phénique et de l'eau. La brûlure était une torture nouvelle, implacable. Ensuite, Amos appliqua un onguent épais à l'odeur de pain et d'herbe, puis banda son dos comme il put. « Je laisse le reste ici, » dit le docteur, posant le pot sur la table. « Applique 2 fois par jour. Fais bouillir l'eau que tu bois. Et surtout, reste tranquille. » Il le regarda avec un mélange d'admiration et de profonde inquiétude. « C'était l'acte le plus brave et le plus insensé que j'ai jamais vu, Elias. Je ne sais pas ce qui t'a possédé. » Elias ne put répondre. Il se contenta d'un léger hochement de tête. Le médecin partit, et le silence retomba, plus lourd encore. Elias resta étendu dans la pénombre de sa cabane, dérivant dans une mer de douleur. Son corps n'était plus qu'un air à vif. La fièvre commença à ramper au bord de sa conscience, apportant avec elle des rêves déformés de fouet et de neige d'hiver. Il était totalement seul, plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais été. Du moins, le croyait-il. Un jour suivant, dans la profondeur fiévreuse de son sommeil, il perçut une présence. Ce n'était ni un son ni une vision, mais un changement subtil dans l'air. Une planche grinça doucement. L'odeur d'un feu de bois fraîchement rallumé traversa l'air stagnant. Il tenta de relever la tête, mais une vague de vertige et de douleur le cloua. Il dut sombrer de nouveau, car lorsqu'il rouvrit les yeux, une coupe d'eau se trouvait au sol, à portée de sa main. Dans l'âtre, un feu brûlait bas mais constant, repoussant le froid. Il but l'eau, bénédiction pour sa gorge desséchée. Il n'était pas seul. Les jours suivants, ce rituel silencieux continua. Chaque fois qu'il émergeait d'un sommeil fiévreux, il trouvait le feu entretenu, un bol de bouillon clair sur la table, son seau rempli d'eau. Une fois, dans un moment de lucidité plus nette, il la vit. C'était la femme Lakota de la place du village. Elle se mouvait avec une grâce spectrale, son visage impassible. Voyant qu'il était éveillé, elle croisa son regard une seconde, puis disparut dehors. Elle ne parla jamais. Elle ne s'approcha pas de lui lorsqu'il était conscient. Mais dans les hauteurs de la fièvre, quand son esprit dérivait, il sentait des mains douces nettoyer ses plaies, renouveler ses bandages, enduisant ses blessures de l'onguent du médecin, et d'autres choses encore, une pâte verte, d'herbes écrasées, qui semblait aspirer le feu de sa peau. Elias flottait entre confusion et suspicion. Pourquoi était-elle là? Pitié? Gratitude? Il était trop faible pour demander, trop faible pour protester. Il était à sa merci une pensée inconfortable mais ses soins étaient indéniables. Méthodique, impersonnel, et pourtant, il le maintenait en vie. La fièvre finit par reculer lentement, le laissant vidé, épuisé, mais clair d'esprit pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Un matin, la lumière traversant sa fenêtre était différente, plus vive. La douleur de son dos s'était atténuée en une pulsation sourde. Il réussit à se redresser sur les coudes, chaque muscle protestant. Il regarda vers la porte, s'attendant à la voir vide. Mais non. Juste dehors, baignée par le soleil matinal, se tenait cette femme. Celle qu'il connaissait, sa soignante silencieuse, se trouvait légèrement en avant. Derrière elle, 6 autres, allant d'une jeune fille à peine plus âgée que son défunt Thomas, jusqu'à une aînée au visage magnifiquement marqué de rides. Elles étaient vêtues de peau traditionnelle. Leurs expressions étaient sereines, insondables. Elles se contentaient de le regarder, immobiles, aussi profondes que la prairie elle-même. Lukur Delias Essembala.
Une peur primitive traversa sa poitrine. Était-ce un piège? Allait-il payer autrement pour son intervention? Il tenta de se redresser davantage, geste défensif inutile. La femme, celle qu'il appelait désormais son infirmière muette, fit un pas, levant une main comme pour l'apaiser. « N'aie pas peur, dit-elle. Sa voix était basse, claire, son anglais soigneusement articulé. C'était la première fois qu'il l'entendait parler. « Nous ne sommes pas venus pour te faire du mal. » Elias Ritamba, Halatant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je m'appelle Winona, dit-elle. Voici ma mère, mes tantes et mes sœurs. Nous sommes venus te parler. L'aînée, celle au visage sage et creusé, s'avança pour se placer aux côtés de Winona. Ses yeux fixèrent Elias, emplis d'un savoir ancien. Elle parla en lakota, sa voix douce et rythmée. Winona écouta, puis traduisit. Ma mère, Ista, dit que tu as accompli un acte qui n'a pas de nom dans ta langue. Toi, un homme blanc, tu as pris le fouet à la place d'une des nôtres. Tu as pris sa honte et sa douleur, tu les as fait tiens. Tu l'as fait aux yeux de tes ennemis et des nôtres. C'est un acte d'honneur qui ébranle les fondations du monde que nous connaissons. Elias resta interdit. J'ai seulement fait ce que je pensais juste. Ce qui est juste, pour ton peuple, répliqua Winona, avec un éclat de vieille amertume dans le regard, c'est de nous voir souffrir. Ce que tu as fait n'était pas juste. C'était sacré. Tu as créé un grand déséquilibre, une dette spirituelle. Je ne veux rien, insista Elias, secouant la tête. Aucun paiement. Je ne réclame rien de vous. Winona échangea un regard avec sa mère, inspira profondément. Ce n'est pas une question de ce que tu veux. C'est une question de ce qui doit être. Une dette de cette nature ne peut rester impayée, ou elle apporterait le malheur sur nous tous. Un acte de parenté doit être répondu par la parenté. Un acte de famille doit être répondu par la famille. Elle marqua une pause, son regard franc, inébranlable. Mon peuple a parlé. Ma famille a décidé. Nous sommes venus t'honorer de la seule manière qui équilibre cette dette. Nous sommes venus t'offrir une épouse. Le silence qui suivit fut total. Elias eut l'impression qu'on lui avait arraché l'air des poumons. Une épouse? Balbutia-t-il, abasourdi. Winona baissa enfin les yeux. Elle m'offre, moi, pour devenir ta femme. Pour lier ta maison à la mienne. Pour veiller sur l'homme qui a sauvé ma vie et mon honneur. Elias sentit le monde vaciller. Son esprit, encore faible après la maladie, lutta pour comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il essaya de s'asseoir mais sa colonne endolorie protesta vivement. Non, balbutia-t-il. Vous n'avez pas à faire ça. Je n'ai pas pris ce fouet pour obtenir une femme. Je ne peux pas accepter. Winona n'y bougeait pas. Elle semblait avoir prévu cette réaction. L'aînée, Ista, reprit la parole dans sa langue. Winona traduisit aussitôt. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de commerce, ni de récompense. Il s'agit d'équilibre. Tu as franchi la frontière invisible entre nos peuples. Tu as saigné avec nous. Désormais, tu nous appartiens, d'une certaine façon, que tu le veuilles ou non. Le cœur d'Elias battait à tout rompre. Je ne peux pas, je n'ai rien à offrir. Pas de terre, pas d'avenir. Tout ce que j'ai est cette cabane et un passé qui me hante. Winona fit un pas en avant, ses yeux brillants d'une lumière ferme mais douce. Tu as offert ta chair. Tu as offert ta honte. Tu as offert ta force pour protéger celle qui ne pouvait pas se défendre. Aucun homme ne peut t'offrir davantage. Ces paroles le frappèrent comme des cloches de vérité. Pourtant, une résistance obstinée montait en lui. Il détourna les yeux. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Je suis brisé. Je ne suis pas fait pour être mari de qui que ce soit. Ista posa sa main ridée sur l'épaule de sa fille. Winona reprit. C'est justement pour cela. Tu es brisé, et moi aussi. Ton dos porte des cicatrices, le mien porte des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Ensemble, peut-être que nous pourrons recoudre quelque chose. Un silence Lord s'installa. Le feu dans l'âtre craqua doucement. Dehors, les autres femmes attendaient, leurs visages immobiles comme des pierres. Elias sentit les larmes lui monter aux yeux, contre sa volonté. L'image de Thomas et Marie surgit brutalement. Son garçon au rire clair, sa femme au sourire tendre.
tous deux avalés par le froid et la faim. Comment pourrait-il seulement songer à remplacer cette famille? Ce serait une trahison. Je ne peux pas, murmura-t-il enfin. Mon cœur est enterré avec eux. Winona baissa les yeux. Pendant un instant, il crut voir la douleur la traverser. Mais quand elle releva la tête, ses traits avaient retrouvé leur sérénité. Alors nous attendrons. Elias la fixa, confuse. Attendre. Oui. Elle s'accroupit à son chevet, ses mains jointes sur ses genoux. Tu n'as pas besoin de me prendre pour épouse aujourd'hui, ni demain. Mais la dette demeure. Et moi aussi. Je viendrai, j'entretiendrai ton feu, je veillerai à ce que tu vives. Le reste viendra quand ton cœur sera prêt. Les paroles résonnèrent en lui, comme des graines jetées dans une terre gelée. Peut-être ne germeraient-elles jamais. Peut-être un jour. Mais elles étaient là, enfouies. Les femmes partirent comme elles étaient venues, silencieuses, sauf Winona qui resta derrière. Pendant les jours suivants, elle continua son rituel. Nourrir le feu, préparer des bouillons d'herbe, vérifier les pansements, sans un mot de plus sur leur étrange pacte. Elias reprit lentement des forces. Ses blessures cicatrisaient, son dos restait barré de marques rouges violacées, mais il pouvait se lever, marcher quelques pas, hacher un peu de bois. Winona l'aidait sans rien exiger. Leur vie suivait le rythme tranquille de la guérison. Un soir, alors qu'il observait le soleil descendre derrière les collines, il sentit sa présence silencieuse derrière lui. Il dit sans se retourner. « Pourquoi moi ?» Elle comprit sans qu'il développe. Elle répondit simplement. « Parce que tu as choisi la douleur des autres avant la tienne. Parce que tu as montré que tous les hommes blancs ne sont pas des bêtes. Parce que les esprits ont vu ton geste. » Il la regarda alors, et pour la première fois, il vit non plus seulement la femme qu'il avait protégée sur la place du village, mais une personne à part entière, avec sa propre dignité, sa force et sa fragilité. Leurs regards se croisèrent longtemps. Elias sentit que quelque chose en lui, un bloc de glace figé depuis la mort de sa famille, commençait à se fissurer. Pas à fondre encore, mais à se fissurer. Les semaines passèrent, marquées par la lente routine de la guérison. L'hiver avançait, dur et impitoyable, mais la cabane d'Elias tenait bon. Chaque jour, Winona entretenait le feu, préparait des soupes simples d'herbes, de racines et de gibier séché. Parfois, elle disparaissait des heures entières, revenant avec du bois, de l'eau ou de la viande fraîche. Elias comprit qu'elle chassait et piégeait elle-même, avec une efficacité silencieuse. Peu à peu, il retrouva une partie de ses forces. Il put sortir davantage, couper du bois malgré la douleur persistante dans son dos, dégager la neige de l'entrée. Mais la marque des coups restait gravée dans sa chair, et chaque mouvement lui rappelait le prix qu'il avait payé. Winona parlait peu. Ses gestes étaient précis, mesurés, empreints d'une patience qu'il trouvait parfois insupportable, parfois réconfortante. Mais, à mesure que les jours rallongeaient, Elias se surprenait à attendre le son léger de ses pas autour de la cabane, la voir entrer avec son calme imperturbable. Une nuit, alors que la tempête hurlait dehors, ils restèrent tous deux assis près du feu. Elias brisa lu silence. Tu pourrais retourner auprès des tiens. Pourquoi restes-tu ici, dans cette cabane avec un homme brisé? Elle leva les yeux vers lui, ses traits éclairés par les flammes. Parce que la dette n'est pas payée. Parce que ma place est là où l'équilibre m'appelle. Elias Sarah les poings. Toujours cette dette. Et si je dis que je ne veux rien? Que je ne veux pas de toi comme épouse, jamais? Elle ne broncha pas. Ses yeux sombres restaient posés sur lui, profonds, insondables. Alors je resterai quand même. Pas comme épouse, mais comme témoin. Parce que ce qui s'est passé ne peut pas être effacé. Ces paroles éveillèrent en lui une colère étrange, non pas contre elle, mais contre le destin qui semblait s'acharner à l'enchaîner à une vie qu'il n'avait pas choisie. Il détourna la tête, incapable de soutenir ce regard. Pourtant, au fond de lui, une étincelle brûlait. La certitude qu'il n'était plus seul, qu'il ne le serait plus jamais, même s'il le désirait. Le printemps finit par arriver. La neige fondit, laissant place à une terre humide, prête à renaître. Elias sortit plus souvent, aidé de Winona, et commença à réparer la clôture abîmée, à remettre en état les outils. Elle travaillait à ses côtés sans un mot, comme si cela avait toujours été sa place. Un soir, alors qu'ils observaient les premières pousses vertes percer la terre, Elias dit doucement. «
Tu devrais retourner voir ta famille. Ils doivent avoir besoin de toi. Winona secoua la tête. Ils savent où je suis. Et ils savent pourquoi. Un silence. Puis elle ajouta, presque comme une confession. Je n'ai pas été choisie par hasard. J'étais considérée comme souillée, marquée par l'humiliation. Beaucoup parmi les miens pensaient que je ne trouverais jamais de mari. Mais ton geste m'a rendu digne à nouveau. Ce n'est pas seulement une dette, c'est une nouvelle vie. Elias sented sa gorge esse Sarah. Il se souvint de Marie, de la façon dont elle avait posé sa main sur la sienne le jour de leur mariage, et il eut envie de fuir cette conversation. Pourtant, il ne le fit pas. Il resta, Illinois acuta. Les mois passèrent encore. Les champs voisins se réveillaient, les oiseaux revenaient. Elias se remit à labourer une petite parcelle, plantant quelques pommes de terre et du maïs, aidé par Winona. La cabane, autrefois tombeau de solitude, résonnait désormais du bruit discret de ses pas, du chant doux qu'elle murmurait parfois en Lakota en préparant un repas. Il arrivait encore qu'il se réveille en sursaut, hanté par les souvenirs de Thomas et Marie. Dans ces moments-là, il s'asseyait dehors sous les étoiles, et Winona venait silencieusement s'asseoir à côté de lui, sans poser de questions, simplement présente. Peu à peu, ces nuits d'angoisse devinrent plus supportables. Elias comprit qu'il n'avait pas remplacé sa famille perdue. Ce n'était pas possible. Mais, d'une manière étrange et inattendue, une nouvelle forme de foyer se dessinait autour de lui. Et au centre de ce foyer se tenait Winona, immobile, patiente, inébranlable. La nouvelle du défi d'Elias à Callahan ne mit pas longtemps à se répandre. Dans Redemption Creek, chacun en parlait, l'homme solitaire de la prairie avait pris 50 coups de fouet pour une indienne, puis il l'avait accueilli sous son toit. Certains disaient qu'il était fou, d'autres que le démon l'habitait. Quelques voix, rares, admiraient son courage en silence. Mais la plupart voyaient en lui une menace, un traître à sa race, un homme qui n'avait plus sa place parmi les leurs. Callahan, humilié, ne pouvait l'accepter. Ses visites devinrent plus fréquentes. Toujours à cheval, toujours avec son fusil en bandoulière, il venait rôder près de la cabane, lançant des paroles venimeuses. « Tu crois pouvoir défier la loi, Vance ? Tu crois que ces sauvages vont te sauver quand tu seras seul contre tous ?» Elias ne répondait jamais, se contentant de planter son regard dans celui du shérif, sans un mot. Mais il sentait que l'affrontement final approchait. Winona le voyait aussi. Une nuit, alors qu'il veillait devant l'âtre, elle posa sa main sur la sienne, un geste rare, presque solennel. « Tu ne peux pas toujours détourner le regard. Cet homme t'a marqué de son fouet, il voudra ton sang pour effacer sa honte. Elias supera. Alors il l'aura, s'il vient le chercher. Mais je ne fuirai pas. Pas encore. » Au printemps, un événement inattendu bouleversa leur quotidien. Un groupe de cavaliers Lakota apparut un matin à l'horizon. Elias les observa approcher avec méfiance, mais Winona alla à leur rencontre, le pas assuré. Après de longues conversations en Lakota, les hommes repartirent, laissant derrière plusieurs ballots de peau, de viande séchée et de plantes médicinales. « Ma famille, » expliqua Winona en rentrant. « Ils ont vu que tu m'as accepté sous ton toit. Alors désormais, ils t'acceptent aussi. » Elias resta enterdi. Lui, accepté parmi les siens? Cela paraissait impensable. Pourtant, la preuve se trouvait là, sur le sol de sa cabane. Des offrandes, des gestes de reconnaissance. Peu après, il accompagna Winona jusqu'à leur campement, situé à une journée de marche. Les regards qui se posèrent sur lui étaient durs, pleins de méfiance, mais nul ne leva la main. Les anciens l'observèrent longuement, puis hochèrent la tête. Il comprit alors que, d'une certaine manière, il faisait désormais partie de leur cercle, même s'il restait un étranger. Les saisons se succédèrent. Elias et Winona travaillaient côte à côte, partageant les tâches, les fardeaux et les maigres joies du quotidien. Une complicité silencieuse se tissait, faite de regards, de gestes simples, de présences partagées. Elias ne parlait pas d'amour, ce mot lui semblait trop lourd, trop sacré pour être prononcé encore. Mais dans son cœur, une chaleur nouvelle s'allumait, fragile mais persistante. Un soir d'été, alors que la prairie s'embrasait de lumière dorée, il se surprit à sourire en voyant Winona tresser des herbes devant la cabane. Elle leva les yeux vers lui, étonnée, puis répondit par un sourire discret. À cet instant, Elias comprit qu'il n'était plus seulement un survivant,
il recommençait à vivre. Mais Redemption Creek n'avait pas oublié. Le ressentiment couvait, entretenu par Callahan. Et bientôt, la violence qui avait marqué leur rencontre devait revenir frapper à leur porte. L'été touchait à sa fin lorsque la tension éclata enfin. Redemption Creek organisait sa foire annuelle. Quelques étals de tissus, de bétail, de whisky bon marché. Elias n'y allait jamais, mais cette fois il dut s'y rendre pour acheter du sel et de la farine. Winona insista pour l'accompagner, malgré son appréhension. Dès qu'ils mirent pied dans la rue poussiéreuse, les regards se tournèrent vers eux. Unsilenced peasant Tamba. Les murmures commencèrent aussitôt. Le fou et sa squaw, honte à lui, qu'il retourne avec les sauvages. Elias serra la mâchoire et continua d'avancer, la main posée sur l'épaule de Winona pour l'encourager. Chez le marchand, on refusa de les servir. Monsieur Donovan, le visage rouge et haineux, jeta la bourse d'Elias par terre. Pas de commerce avec les traîtres. Sors de mon magasin. Elias se baissa lentement, ramassa les pièces, puis sortit sans un mot. Winona voyait la colère brûler dans ses yeux, mais aussi la retenue qui le maintenait debout. C'est alors que Callahan apparut, escorté de 2 adjoints. Il s'arrêta au milieu de la rue, la main posée sur son revolver, et lança d'une voix forte. Voilà le héros. L'homme qui préfère les sauvages à son propre sang. Dis-moi, Vance, jusqu'où comptes-tu aller dans ta trahison? La foule est troupa. Certains riaient, d'autres attendaient, avides d'un spectacle. Elias, Louis, resta immobile. Je ne te dois rien, Callahan. Je veux seulement vivre en paix. Le shérif ricana. La paix? Pas dans Emmaville. Tant que je serai la loi ici, tu ne poseras plus un pied à Redemption Creek. Et si j'apprends que tes indiennes rôdent autour, je les jetterai en prison. Winona se redressa, ses yeux flamboyants de défi. Nous n'avons rien volé, rien pris. C'est toi qui es coupable d'injustice. Un murmure choqué parcourut la foule, une femme indienne qui osait répondre au shérif. Callahan pâlit de rage, mais avant qu'il ne dégaine, Elias fit un pas en avant, son corps tendu comme un arc. Si tu poses la main sur elle, tu devras me passer dessus. Unsilenced glace est installa. On entendait seulement le vent soulever la poussière. Callahan hésita une fraction de seconde. Il voyait dans les yeux d'Elias une détermination qui ne céderait pas. Finalement, il cracha au sol et s'écarta. Alors crève avec elle, Vance. Ta place n'est plus parmi nous. Elias et Winona quittèrent la ville sous les huées et les injures. Mais derrière ces cris, quelques regards furtifs exprimaient autre chose, le doute. Certains avaient vu la cruauté du shérif, et la dignité d'Elias leur troublait la conscience. De retour à la cabane, Winona resta longtemps silencieuse, assise près du feu. Enfin, elle dit doucement. Tu as choisi. Devant tous, tu m'as reconnu comme ta compagne. Ce lien, désormais, ne peut être rompu. Elias la regarda, partagé entre la peur et une étrange sérénité. Oui, il avait choisi. Et ce choix allait changer à jamais le cours de sa vie.